Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Malgré l'accord de Doha, les rebelles du M23 s'emparent de 2 villages dans le nord Kivu. Notre principale question, Doha est-il en péril? C'est la question que nous nous posons suite à ces attaques qui ont eu lieu ces derniers jours entre le groupe rebelle du M23 et les groupes d'autodéfense connus sous le nom de Wazalendo dans le nord Kivu, sur le territoire de Masisi, violences qui ont poussé les Wazalendo à quitter, à délaisser les 2 villages, le village de Ngouloulou et Ndete dans le Masisi aux mains des rebelles. Selon la déclaration de principe, chaque acteur devait rester sur ses positions, ni les rebelles ne devraient avancer, ni l'armée, ou encore moins les groupes d'autodéfense. Est-ce qu'une telle situation met en péril l'accord à venir qui devrait être signé sous l'égide de Doha? C'est notre principale interrogation. Je commence par vous. Dieudonné Sewanou, les rebelles ont repris les armes en attendant de signer un accord définitif avec le gouvernement congolais. Ils conquièrent 2 villages dans le nord Kivu. Non, vous connaissez ma position sur ce sujet et je crois que je fais partie de ceux qui questionnent ces accords et les principes qui fondent ces accords. Quelles sont les garanties mises en place pour véritablement faire de ces accords-là des accords viables et des accords durables et des accords sérieux? La preuve aujourd'hui, vous voyez, pendant qu'on appelle à la table, eh bien, on a une arme sur le terrain et on avance. Alors déjà, est-ce que cela compromet droit? Est-ce que cela ne compromet pas encore des accords déjà signés? Est-ce que cela ne compromet pas la véracité des négociations? Ce sont là des questions que moi je me posais depuis que les démarches là ont commencé. Oui, il y a un péril en la demeure si on ne fait pas attention. Et tout ça là va aboutir à une question, selon quelqu'un, tout ça pour ça. Alors pour éviter à ce qu'on en arrive à cela, il faut vraiment faire extrêmement attention et jouer la carte franche dans l'exécution des clauses, des accords. 3 accords pour n'aboutir à rien, c'est lamentable et c'est déplorable. On n'est pas encore à ce stade. Vous êtes pessimiste, Dieudonné? Je ne suis pas pessimiste, okay. Mais lorsque vous voyez l'allure, dès le début, vous comprenez que les gens ne sont pas sincères dans la manière d'aller à ces accords. La preuve, nous sommes sur le terrain et nous sommes à la fois autour de la table de négociation. On vient de signer un grand accord. Le plus grand accord dans tout ceci, c'est bien l'accord de Washington. Oui. Alors pourquoi est-ce que cet accord n'est pas arrivé à imposer une situation à respecter des 2 côtés? Washington, c'est entre le Rwanda et la RDC. On sait que le Rwanda ne reconnaît pas sa main directement derrière le M23. Vous voyez, ce sont des comédies à haut niveau et à haut degré que nous sommes en train de jouer sur le continent. Et moi, je trouve qu'il est temps qu'on se parle les langages du front pour trouver des solutions aussi sincères à nos crises. Washington ne reconnaît pas le Rwanda derrière la crise, alors l'ONU ne reconnaît pas le Rwanda derrière la crise congolaise. Non, soyons sérieux. Tous sont unanimes sur la responsabilité du Rwanda dans cette crise en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, lorsqu'on va aux accords avec le pays Rwanda, cela voudrait dire qu'il y a une implication du Rwanda dans cette crise. Alors si on va aux accords et ces accords ne peuvent pas influencer la réalité du terrain, alors il y a un problème. Mais au-delà de Washington, il y a Doha qui a réuni le M23 et la République démocratique du Congo. Mais pas d'accord pour l'instant. C'est une déclaration de principe. Est-ce que cette déclaration de principe est déjà en péril, vu qu'elle devait permettre à chacun de garder ses positions et poursuivre la discussion sous l'égide du Qatar jusqu'à ce qu'on aboutisse à un accord? Finalement, personne n'a respecté ses positions. Du moins, le M23 n'a pas respecté ses positions. Le groupe a repris les armes. D'où je parle du non-sérieux dans cette affaire. Et donc, péril, je n'irai pas trop pour parler de péril, mais je dirais que cette déclaration et ces différentes positions sont menacées aujourd'hui. Et donc, cela reflète la non-sincérité dans la recherche de la paix, la recherche des solutions face à cette crise qui ne fait que gangréner le territoire congolais. Je vous ai dit qu'on en arrivera à une sorte de balkanisation. Et tant que la limite n'est pas atteinte, on fera semblant de résoudre la crise tout en permettant
à d'autres personnes de continuer par gravir les échelons et à un moment donné, on finira par frapper du poing sur la table pour dire arrêtez là où vous êtes arrivé maintenant, arrêtez-vous là. Cela voudrait dire le domaine qu'on cherche est déjà conquis. Et revenez maintenant à la table de discussion. Et qu'est-ce qui va se passer à l'endroit déjà occupé? C'est que cet endroit devient balkanisé, et bien un endroit de non-droit, tant du côté du Rwanda, tant du côté de Kinshasa. Alors l'objectif sera atteint. C'est à cela que les gens sont en train de mener ce dessin. Et il faut faire extrêmement attention, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe. Mais comment comprendre qu'aux yeux de tout le monde, et qu'on comprenne que l'accord, ou alors les accords sont en cours, mais que les rebelles continuent de tenir les armes. C'est la question qu'on se pose, Dieudonné. Alors, nous allons continuer par nous poser cette question jusqu'à la réalité. Je me pose aussi la question. Ça voudrait dire, la sincérité de tous ces accords sont à remettre en jeu pour l'instant. Merci beaucoup, Dieudonné Sewanu. Alors, Samir Ourosamba, y a-t-il péril en la demeure? Faut-il craindre pour un échec de l'accord de Doha qui est en vue à la suite de la déclaration de principe, puisque les rebelles ont pris les armes, ils ont conquis 2 villages dans le Nord Kivu, dans le territoire Massissi. Ben écoutez, Guillaume, je pense qu'il est important qu'on apporte un certain nombre de précisions. La première précision, c'est que les affrontements n'ont jamais cessé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense que j'ai eu le temps de le dire une fois, qu'au-delà de ce qu'on peut saluer, parce que le groupe armé M23 n'affronte pas directement les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous savez que dans cette partie de la République démocratique du Congo, vous avez les milices, les groupes, les forces d'autodéfense locales qui sont pro-gouvernementaux. Donc vous avez des gens qui sont pro-Kinshasa. Et donc eux, ils combattent en défendant les intérêts du gouvernement de la République démocratique du Congo. Même si les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas directement sur le terrain, les combats n'ont jamais cessé sur le terrain. La deuxième précision, c'est qu'au lendemain de la signature de la déclaration de principe, vous avez vu la divergence dans l'interprétation de ce principe qui a été signé. Vous avez d'un côté le gouvernement de la République démocratique du Congo qui disait que dans l'accord de principe qui a été signé, il est acté que le groupe armé M23, le groupe rebelle M23 va se retirer des localités dont elle a pris possession au cours de ces 3-4 derniers mois véritablement. Et vous avez vu la réponse qui a été apportée par les responsables du groupe armé du M23. Ils ont dit qu'il n'a pas été question dans cette discussion liée à la signature de l'accord de principe d'un certain retrait éventuel et qu'ils resteraient dans leur position actuelle, qu'ils vont toujours garder leur position. Et moi, j'ai toujours été de ceux qui ont pensé qu'en fait, le groupe armé M23 ne peut pas être dans une partie dont on présente comme regorgeant des ressources naturelles assez spectaculaires, assez incroyables, dont la partie regorge un certain nombre de minerais rares, des terres rares, des ressources naturelles de grande valeur, et d'un claquement de doigts, ils vont se retirer de ce territoire. Mais c'est impossible. Et puis vous savez qu'en fait les partis se sont donné rendez-vous. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe armé, l'ACM 23, ils se sont donné rendez-vous de se retrouver à Doha le 8 août prochain. Et là, nous sommes dans une situation où vous avez 2 partis qui ne se font pas confiance véritablement parce qu'à plusieurs reprises, les officiers de la République démocratique du Congo ont toujours présenté le groupe armé M23 comme un groupe criminel. Et parce que vous savez que dans les préalables qui devraient être remplis par les partis, le groupe armé 23 avait exigé qu'on libère un certain nombre de leurs frères d'armes, donc de leurs membres. Je pense qu'ils ont listé une liste de 700 personnes. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo, jusqu'alors, n'a pas donné suite parce qu'ils considèrent le groupe armé comme un groupe criminel et qu'ils estiment que même si le groupe armé n'obtient pas un certain nombre de réponses liées à ces revendications-là, ce qui est sûr, c'est que l'objectif principal qui est donc d'aboutir à un cessez-le-feu durable dans cette partie de la République démocratique du Congo, ils arriveraient donc à cet objectif-là. Donc quand vous êtes dans une situation comme ça, où vous avez les 2 partis qui ne se font pas confiance, où vous avez une partie qui voit ses intérêts de plus en plus menacés, je parle du groupe M23, où vous avez l'autre partie qui a été rassurée par les États-Unis que on va faire en sorte que vous retrouviez
votre intégrité territoriale, que le groupe armé M23 va se retirer. Et donc, les États-Unis attendent à ce qu'ils puissent profiter donc de cette médiation qui consiste donc à la signature d'un accord minier. Parce qu'il faut le rappeler, on échange les ressources naturelles de la République démocratique du Congo contre la sécurité. Donc, la sécurité donc, du pays, l'intégrité territoriale du pays. Vous avez les États-Unis qui ne montrent pas une certaine réelle volonté véritablement de pouvoir aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à arriver à cet objectif-là. On se demande véritablement, même si on force les choses. Parce que je l'ai dit ici, que vous avez le Rwanda qui a été toujours indexé dans plusieurs rapports, qui est en train de faire la pression sur le M23, parce que le Rwanda a ses intérêts dans cela. Et vous avez de l'autre côté la République démocratique du Congo, dont le soutien et les États-Unis sont les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique leur promettent toujours et leur rassurent que nous allons faire en sorte que vous puissiez retrouver votre stabilité, vous puissiez retrouver votre intégrité territoriale. Et au final, on va forcer les choses pour qu'on aille à un accord. Et à la fin, vous allez vous retrouver à des rencontres d'ajustement, à des rencontres de suivi, et à la fin, on reprend avec les mêmes. Et cela reconforte ma position actuelle, qui est que la situation que traverse la République démocratique du Congo, la réponse ne peut être que militaire. Je pense que le rapport de force doit changer de camp. Vous ne pouvez pas être un État souverain, avec avec tous les avantages dont vous bénéficiez, et vous laissez malmener par un groupe armé, un groupe rebelle, qui ne fait même pas, en termes d'effectifs, qui ne fait même pas les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous trimballez à travers le monde, vous allez vous faire honnir à travers le monde, vous allez échanger votre stabilité, votre sécurité avec les ressources naturelles du pays. Mais nous sommes dans quel pays? Je pense qu'il est temps que le président Félix Tshisekedi, avec tout ce qu'il a promis au peuple congolais, qu'il puisse prendre ses responsabilités en tant qu'homme d'État, en tant que chef d'État, garant de la stabilité, du respect de la Constitution de la République démocratique du Congo, et qu'il apporte une réponse militaire de feu. Il faudrait que le rapport de force change. Si nous voulons aller à un accord durable, un cessez-le-feu durable au niveau de cette partie, et permettre à ce que les populations qui sont meurtries, les populations déplacées, qui puissent revenir, et qui puissent envisager un avenir radieux, un avenir durable. À l'heure où nous parlons, vous avez encore des morts, vous avez encore des populations déplacées, alors que au moment où on est en train de dénombrer tout ça là, tous ces dégâts là, vous avez les officiels, les membres du gouvernement qui jouissent des privilèges pas possibles, qui sont dans des lieux sécurisés, qui jouissent donc des contributions donc des citoyens de la République démocratique du Congo, alors que ceux qui travaillent nuit et jour pour vous offrir ce luxe-là, vous êtes incapables de leur assurer ne serait-ce que la sécurité pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Mais on est où là finalement, docteur? C'est la question qu'on se pose, Samir. Non, je pense qu'une fois de bon, ça doit cesser. On doit pouvoir prendre les... Alors, clairement, Samir, il ne faut pas vraiment compter sur l'accord de Doha à venir. Pour vous, la réponse n'est pas dans cet accord, mais plutôt dans une mesure militaire. La démarche qu'il faut suivre, c'est qu'il faut changer le rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un gouvernement légitime, un gouvernement souverain, qui ne peut même pas s'imposer dans des discussions, qui est obligé de sous-traiter sa sécurité à une puissance étrangère, qui est obligé de marchander les ressources naturelles du pays contre la sécurité. C'est parce qu'à un moment donné, tous ceux qui ont eu à travailler à la tête de la République démocratique du Congo, depuis le temps Kabila, jusqu'à son fils, et maintenant Félix Tshisekedi, eux tous ils ont failli. Ils n'ont pas pu assurer une certaine stabilité sécuritaire. Donc les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas des moyens efficaces pour faire face à cela. C'est cela qu'il faut corriger. Il faut s'armer, il faut s'équiper, il faut se former davantage. Il faut que le rapport de force change. S'ils veulent véritablement assurer une paix durable, parce que les accords là, on peut les forcer à signer ça. Le problème va ressurgir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et les populations vont vivre un cercle vicieux au cours de ces dernières années, ce que nous ne les souhaitons pas véritablement. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama. Dieudonné, que faut-il faire selon vous? Non mais écoutez, je crois que je l'ai suffisamment dit. Vous savez, ce qui affaiblit ou alors ce qui
déconcentre aujourd'hui l'armée congolaise, c'est bien l'embargo de 2003 que cette armée a subi et qui n'avait pas eu à s'équiper. Et aujourd'hui, on a tendance à traiter les groupes armés comme étant des groupes hyper équipés, des groupes hyper armés qu'une grande armée de la République démocratique du Congo. C'est une aberration, mais malheureusement, c'est ce que le système mondial avait imposé à ce pays en 2003. Et d'où l'armée congolaise n'a pas suffisamment de l'armement, permettez-le-moi, et aujourd'hui ne pourra plus faire face à un groupuscule qui prend du terrain. Et il faut alors négocier une sorte de protection ailleurs. Malheureusement, cette protection ne sera pas sans prix. Je l'ai dit, il est question de rapport de force, pour ne pas dire la même chose que Samy. Pour une fois, lui et moi, on tient le même langage. Il ne faut pas privilégier aujourd'hui une diplomatie sans question de rapport de force. Les rebelles, eux, ils comprennent la situation. Ils disent, ok, cette fois-ci, vous nous avez appelés à la table de discussion, mais n'oubliez pas, nous allons continuer par vous terroriser sur le terrain. Eux, ils n'ont pas abandonné la question de rapport de force, et pourtant, ils viennent aussi à la table de négociation. Ce qu'on n'avait pas considéré hier, aujourd'hui, on les amène à la table de négociation. Comprenez quelque chose. Il faut que la République démocratique du Congo se dote des moyens dissuasifs à l'égard de ceux qui menacent l'intégralité de son territoire. Malheureusement, où est-ce qu'on trouvera les moyens aujourd'hui? Et donc, les accords, je me questionne sur l'issue de ces accords, mais il faut peut-être une volonté africaine pour pouvoir arriver à trouver une meilleure solution à cette crise qui n'a fait que trop durer, plus de 30 ans. Où allons-nous? Les accords, oui, mais question de rapport de force à ne pas négliger. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.